Le jour du vote est presque arrivé en Ontario. Les électeurs ontariens vont se prononcer jeudi pour le choix de leur gouvernement après un mois de campagne électorale. Une campagne qui n'a peut-être pas soulevé les passions, mais qui n'est pas dénuée d'intérêt non plus. Alors, je vais faire le point sur cette élection avec les politologues Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Stéphanie Chouinard de l'Université Queen's à Kingston. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Bon, à peu près tous les sondeurs s'entendent pour dire que le gouvernement de Doug Ford devrait être réélu et possiblement avec une majorité plutôt forte. Geneviève, est-ce qu'au fond, on assiste surtout à un statut d'opposition officielle entre le NPD et les libéraux dans cette élection? Ah oui, c'est incontestable. Puis il ne faut pas oublier, en 2018, les libéraux avaient pris une DG, là, comme on peut dire, et certains trouvés avec seulement 7 sièges. Alors, on parle quand même d'un parti important qui a été au pouvoir très longtemps. Et pour les libéraux, depuis 4 ans, c'est de se rebâtir. Alors, il faut évidemment pour eux qu'ils regagnent beaucoup plus de sièges et qu'ils forment l'opposition officielle. Mais évidemment, les néo-démocrates ont cette position-là en ce moment, alors ils vont tout faire pour la conserver. Alors, le suspense, finalement, ça va être jeudi, ça va être qui va être en deuxième position. Au niveau des intentions de vote, mais aussi au niveau des sièges. Ça se pourrait que celui qui arrive deuxième dans le vote populaire arrive troisième avec les sièges. Donc, il va y avoir un suspense aussi sur la redistribution régionale, puis le nombre de sièges que chaque parti va apporter. Donc, il y a quand même un suspense, comme vous dites, dans l'élection. Stéphanie, qu'est-ce qui explique ce retour en force de Doug Ford, qui était quand même, il faut le dire, plutôt impopulaire avant la pandémie? Oui, effectivement, le début du gouvernement Ford a été assez chaotique. Les premiers 18 mois ont été assez désastreux pour Doug Ford. Et je pense que la remontée de M. Ford est due à 2 éléments. D'une part, il a fait le ménage dans son propre bureau. Il s'est débarrassé en 2019 de certains éléments plus dogmatiques, notamment son chef de cabinet, Dean French, qui était vu comme extrêmement problématique, un personnage toxique qui s'interposait souvent entre le premier ministre et son caucus, ce qui voulait dire qu'il y avait des tensions aussi à l'interne même du parti. Mais la pandémie a aussi permis à M. Ford d'avoir un nouveau départ avec les Ontariens et la nouvelle face moins intransigeante, moins idéologique de Doug Ford qu'on a vu durant la pandémie, malgré certaines erreurs parfois importantes qui ont été faites dans la gestion de la COVID-19, a permis à l'électorat ontarien de voir Doug Ford sous un nouveau jour. Et comme on le voit dans la campagne actuelle, le métier a rentré depuis 4 ans. On a un Doug Ford qui se fait encore, assez populiste, qui fait le pari des idées simples et de la simplicité pour interpeller le gros bon sens. Mais on le voit avoir des positions beaucoup moins radicales, notamment sur les questions comme l'environnement et l'économie. Geneviève, si on revient sur les 4 dernières semaines de campagne, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance du chef du Parti libéral, Stephen DeLuca? Est-ce qu'il a réussi finalement à se faire connaître davantage des Ontariens parce que c'était son défi au départ? Je ne pense pas. Et c'était ça le gros challenge, le gros défi pour les libéraux. On connaissait à peine M. Del Duca depuis qu'il avait été nommé chef du parti. On se demandait un peu ce qu'il faisait avant la campagne électorale. Peut-être qu'il faisait du terrain, il élaborait la plateforme, mais on le voyait très peu. C'est pas une personne non plus qui est très charismatique. Alors, on pensait pouvoir mieux le connaître durant la campagne électorale, ce qui ne s'est pas vraiment produit. Et même durant le débat des chefs, qui a peut-être été un moment fort de la campagne, ou qui aurait dû être un moment fort de la campagne, M. Del Duca s'est peut-être fait un petit peu connaître, mais par la suite, c'est comme ça s'est replacé, c'est retombé à ce que c'était avant. Alors, à ce stade-ci de la campagne, on a l'impression que M. Del Duca, c'est plus le fardeau du Parti libéral qu'un atout, et il peine encore à se faire reconnaître par plusieurs électeurs. Oui, Stéphanie, de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la performance de la chef du NPD, Andrea Haworth? Oui, Andrea Horwath a eu une campagne qui a quand même été pas facile. D'une part, elle a attrapé la COVID après l'avoir évité pendant 2 ans et demi. Ça veut dire qu'elle est restée à la maison pendant 5 jours, je crois, où elle a dû faire des événements par Zoom, elle a dû annuler plein d'événements. Il y a eu aussi des bris techniques durant la fin de la campagne, notamment l'avion du parti qui a été cloué au sol. Et donc, ça n'a pas permis à Mme Horwath de faire tout le terrain qu'elle aurait voulu faire. Mais au-delà de ces circonstances-là plus récentes, c'est quand même la 4e élection que les néo-démocrates ont avec Mme Horwath à leur tête. Et on a l'impression que les Ontariens se disent
on connaît la chanson, écoute un peu moins ce que Mme Horwath avait à dire cette fois-ci. Et donc, ça n'a pas vraiment aidé. Le fait que, bon, les néo-démocrates étaient aussi l'opposition officielle durant les 4 dernières années, mais face à un gouvernement avec une majorité confortable, ça ne les a pas non plus aidés à mieux se faire connaître de la part de l'électorat. On sait, notamment avec la COVID-19, que le gouvernement prenait beaucoup d'oxygène médiatique avec le résultat que l'opposition avait peine à se faire entendre. Ouais. Donc, finalement, on le disait d'entrée de jeu, c'est une campagne qui n'a pas donné lieu à des grands rebondissements. Geneviève, est-ce qu'il y a quand même eu des moments marquants dans cette campagne électorale? Est-ce qu'il y a des promesses qui se sont démarquées? Je pense que la principale promesse, c'est la promesse de Doug Ford, qui est la fameuse autoroute 413, qui résume pas mal toute la campagne électorale. Alors, M. Ford, dans son dernier budget, a dit, oui, il y a de l'argent pour les infrastructures, je vais réparer les routes, les infrastructures, les immeubles, mais aussi je vais construire de nouvelles routes, dont la fameuse autoroute 413 dans la grande banlieue de Toronto. Et c'est dénoncé par les environnementalistes, c'est dénoncé par les gens un peu plus à gauche qui disent, c'est pas de ça dont on a besoin, c'est le transport en commun. Et M. Del Duca a dit, moi, l'argent qui a été budgété pour cette autoroute-là, je vais la mettre dans les écoles. Alors, c'est un peu le débat qui se fait entre les néo-démocrates et les libéraux qui ont à peu près les mêmes promesses, et Doug Ford, qui disent, comment investir les fonds publics? Doug Ford dit, ça s'en va dans l'économie, construire des infrastructures, alors que les autres partis vont dire, non, il faut que ça aille dans le domaine social, la santé, l'éducation. Et c'est vraiment cette confrontation de deux visions-là qu'on voit durant la campagne électorale, qui, pour le moment, est à l'avantage de M. Ford. Alors, je vous résumerai en disant, l'autoroute 413. Bon, il fallait un peu plus vite. Je veux vous entendre sur la soirée de l'élection, jeudi, Stéphanie. Est-ce qu'il y a des circonscriptions que vous allez plus particulièrement surveiller? Oui, bien, on parlait de Stephen Del Duca tout à l'heure. On n'est pas certain que M. Del Duca va faire son entrée ou son retour, je devrais dire, à l'Assemblée législative. Il tente de prendre le siège dans Vaughan, qui était avant les élections, tenu par le ministre Michael Tibollo. Et pour le moment, ça demeure très peu clair. Donc, ça soulève la question à savoir si M. Del Duca n'est pas élu dans sa propre circonscription. Que va faire le Parti libéral de l'Ontario au lendemain des élections? Est-ce qu'il demeurera chef? Sinon, l'une des circonscriptions qu'on surveille, c'est Glengarry Prescott Russell, qui était détenue par Amanda Simard, qui avait quitté le Parti progressiste conservateur pour les libéraux. Et les progressistes conservateurs actuellement, avec Stéphane Sarrazin, semblent avoir une bonne possibilité de reprendre ce siège-là. Donc, les Franco-Ontariens vont surveiller ça de près. Ouais. Sinon, il y a quelques autres endroits, là, je sais qu'on doit aller vite, où il y a des luttes à 3, dont Scarborough Southwest, Humber River, Black Creek. Donc, vraiment, les 3 parties sont nez à nez. Sinon, un deuxième siège vert possible dans Parry Sound Muskoka. On va surveiller ça. Bon. Geneviève, un mot rapide peut-être sur les circonscriptions à surveiller de votre côté, ou si c'est la même chose? Il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup. Oui, mais j'en ajoute 2. Essex, dans le sud-ouest de l'Ontario. Le secteur d'automobile, c'est un château fort NPD, mais Doug Ford est allé le visiter souvent et il veut faire des gains conservateurs. Alors, est-ce que l'industrie automobile va voter finalement conservateur? Puis l'autre circonscription, Ottawa-Nepean-Ouest, qui avait été un château fort libéral, ravi par les conservateurs, les néo-démocrates le veulent, donc aussi dans la région d'Ottawa. Alors, est-ce que la fin du purgatoire libéral est terminée? Est-ce que les libéraux vont reprendre ce comté-là? Ça va être un bon comté qui va nous donner des indications la soirée de l'élection. Je termine sur les enjeux qui touchent plus particulièrement les Franco-Ontariens. Stéphanie, en quelques secondes, qu'est-ce que vous avez pensé du débat en français? Est-ce que ça a répondu aux attentes des Franco-Ontariens? Oui, je pense que ça a permis de clarifier les grands enjeux et ce que les partis avaient à mettre à la table pour les Franco-Ontariens, compte tenu qu'on en a très peu parlé dans le reste de la campagne. Donc, les 3 enjeux, en particulier l'indépendance du commissariat au service en français, l'Université de Sudbury et la main-d'œuvre francophone. Sur ces 3 enjeux-là, les partis de l'opposition font front commun, tandis que les progressistes conservateurs, c'est assez peu clair. Donc, la grande conclusion de cette élection, jeudi. Geneviève et Stéphanie, je vous remercie beaucoup de vos lumières et je vous souhaite une excellente soirée électorale jeudi. Merci. Merci. Au revoir.